Bonjour, je m'appelle Pierre Girardot, je suis data scientist et associé chez CrossData et je vous remercie d'être là pour assister à cette conférence à 17h30. Euh, donc, euh, je vais d'abord commencer par me présenter un peu CrossData, qui on est et pourquoi on vous parle du sujet aujourd'hui de l'open data pour aider les entreprises à réduire leur départ client. Je me suis prévu une vingtaine de minutes de présentation et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est du temps pour les questions derrière que vous pouvez poser dans le chat et qui me sont relayées ici pour un échange, j'espère, sur ce très intéressant sujet. Donc CrossData d'abord, qui sommes-nous? Nous sommes une société angevine de 8 personnes spécialisées en intelligence artificielle au service de l'efficacité des entreprises. Dans les 8 personnes, nous avons 6 data scientists, dont 2 PhD. L'efficacité des entreprises, ce qu'on entend par efficacité des entreprises chez nous, c'est 2 axes principaux. Le premier dont on parlera principalement aujourd'hui, qui est sur la gauche de votre écran, c'est l'efficacité commerciale. C'est la genèse de notre société au départ, CrossData, puisqu'on a conçu et on distribue des outils de conquête commerciale, donc des outils qui aident nos clients B2B à trouver des prochains clients qui vont ressembler à leurs bons clients actuels. Donc ça, c'est l'outil CrossData Catch que vous voyez sur la gauche. Et nous avons aussi développé un peu le symétrique, et donc ça, c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Donc lié au départ client, nous avons 2 types d'outils. Je reviendrai sur la raison pour laquelle il y en a 2. Donc Keep et Focus, qui permettent de réduire le risque de départ client ou de prédire quel client risque de partir l'année suivante. Donc efficacité commerciale et puis, nous nous développons aussi, depuis cette année sur l'efficacité industrielle. Donc nous accompagnons, des industriels, avec nos compétences en data science, machine learning, deep learning, recherche opérationnelle sur, des problématiques liées à l'ordonnancement des tâches, de fabrication dans les usines, la maintenance prédictive, ou encore la gestion de stock. Voilà. Pour CrossData, moi, en ce qui me concerne, donc Pierre Girardot, je suis docteur en mathématiques et chez CrossData, j'ai le rôle de direction de projet sur tout ce qui a trait à la conception d'algorithmes. Voilà. Alors pourquoi le sujet de la fidélisation client en B2B? Parce que comme je vous l'ai dit au départ, c'est la genèse de notre société. On a développé des solutions de conquête commerciale en B2B et basé grandement alors sur des algorithmes, bien sûr, mais qui ne seraient rien sans la donnée et en particulier sans la donnée ouverte. La conquête commerciale, c'est une chose, mais on se rend compte très rapidement, et c'est quelque chose de très connu, qu'il est moins onéreux de garder un client, d'essayer de conserver et de fidéliser un client partant, que d'aller en chercher des nouveaux qu'on ne connaît pas encore. Donc le sujet de la fidélisation, même quand on fait de la conquête, en fait, il vient assez naturellement, de manière assez pragmatique. En 2020, on s'est donc posé la question de comment notre connaissance sur l'open data et les algorithmes qu'on avait développés autour pouvaient être utilisés pour faire de la fidélisation client. Et en fait, on s'est rendu compte que les méthodes liées au machine learning sont pas toujours les plus adaptés. Quand on parle de résiliation client, souvent on emploie le mot anglais de churn, donc attrition en français, qui est pas très joli non plus. Donc c'est assez classique hein, quand vous recevez des cours d'ailleurs en master de data science, souvent on vous donne des cours autour du churn. Et l'idée du churn, c'est d'essayer à partir de toutes les caractéristiques de la relation client, de la relation qu'une entreprise a avec son client, d'essayer de prédire si ce client est sur le départ ou pas. Pour mettre en place les techniques un peu classiques de machine learning, que ce soit les techniques avec des arbres de décision, des forêts aléatoires, des SVM, enfin un peu ce qu'on veut, il faut souvent plusieurs milliers d'exemples, et là en l'occurrence plusieurs milliers de clients pour obtenir des résultats sensés. Et en plus, c'est souvent des informations qui, en pratique dans les entreprises, sont issues du CRM, puisqu'on est vraiment dans le donc CRM, Customer Relationship Management. Les informations dont on a besoin sont vraiment des informations de relations clients, Customer Relationship. Or, le CRM, si vous avez travaillé de près ou de loin avec des données d'entreprise, c'est pas forcément la base de données la mieux remplie dans une entreprise. Hein. Généralement, ça saoule tout le monde en fait de remplir le CRM. Donc, en tant que data scientist, on se retrouve avec un gruyère souvent en face de nous, un gruyère qui n'est pas forcément propre. Donc, que ce soit
la quantité de données ou l'homogénéité des données qui est nécessaire à obtenir des résultats un peu sensés, font un peu défaut, et en particulier sur les marchés B2B où on n'a pas forcément des dizaines de milliers de clients ou des centaines de milliers ou des millions de clients. Le CRM donc est rarement propre. Par contre, la facturation, dans toute entreprise, normalement, c'est à peu près carré. Parce que si on n'est pas carré au niveau de la facturation, normalement, l'entreprise s'arrête, relativement rapidement. Donc, on s'est dit: «Branchons-nous sur la facturation, allons voir». Bah, de quoi on dispose en facturation? Alors peut-être, d'informations moins diverses que ce qu'on a du côté du CRM, mais tout de même, on a des infos d'identification du client. Donc en France, on a un SIRET, l'équivalent du numéro de sécu d'une entreprise. On a son nom, on a son adresse, et puis dans la facturation, on a les commandes. On a les commandes, donc on a le montant des commandes, le montant de chaque article commandé sur la facture. On a les dates de facturation. Et à partir des articles, on peut presque reconstituer le référentiel, en fait, article de notre client. Donc on peut faire, en fait, déjà pas mal de choses, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces données sont généralement remplies et même souvent, propres. Donc ça, c'est très intéressant quand on veut faire de l'exploitation de données, comme on le fait. Hem, Là, je vais passer donc du coup sur 2 techniques qu'on peut utiliser à partir de la facturation, une qui est très simple et une qui est un peu plus complexe par la suite. La première, alors vous la connaissez peut-être ou peut-être pas, la méthode RFM, c'est quelque chose qui est très, très connu par ceux qui ont fait un peu d'études de marketing. À chaque fois qu'on l'a présenté à des profils plutôt marketing dans les entreprises, ils nous ont tous dit: «Ah oui, RFM, je connais, j'ai un vieux souvenir», mais rares sont ceux qui l'utilisent, vraiment. Alors ça a aucun rapport avec la radio, hein, mis à part le logo que j'ai mis sur la gauche. RFM, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va classer chaque client en fonction de 3 critères qui vont être R, F et M. R, c'est la récence. Combien de jours entre aujourd'hui et le dernier achat fait par ce client? F, c'est la fréquence sur une période donnée, souvent c'est 1 an. Combien d'achats ont été faits? Donc on compte les factures, qui ont été faites sur l'année pour ce client-là. Et M, c'est le panier total, le chiffre d'affaires fait sur une période, donc l'année là, typiquement, avec ce client-là. Sur chacune de ces métriques-là, on va diviser les clients en 4 quartiles, en 4 groupes égaux. On va mettre, par exemple, pour le R, on va mettre 25 les 25 des commandes les plus récentes, on va les appeler R1. Puis les 25 des commandes suivantes, on va les appeler R2, R3. Et puis R4, ça sera donc les 25 des clients ayant commandé, le plus tard, enfin les plus anciens clients, les plus anciennes factures. Donc on fait ces 4 groupes, on a R1, R2, R3, R4, et pareil sur F, F1, F2, F3, F4, etc. Ce qui fait qu'on obtient, un diagramme de cette manière-là. Donc ce diagramme, il nous dit, donc là, on est avec, des données, tirées au hasard, mais ça vous dit, grosso modo, R1, que les clients qui sont en R1 sont des clients qui ont commandé entre 6 et 19 jours, enfin il y a 6 à 19 jours, et les clients qui ont commandé il y a le plus longtemps, en fait, sont, des clients qui ont, commandé entre 160 et 364 jours. Et puis, si on prend par exemple le montant, donc le chiffre d'affaires, on a, les plus gros clients sont les clients qui commandent entre 6 000 € et 270 000 €, et puis les plus petits clients commandent entre 11 et 490. Donc on obtient ces différents quartiles, et maintenant, on va faire des groupes de clients. On va segmenter en fonction de ces quartiles-là. Et donc on va se dire, les 1-1-1, par exemple, ce sont les meilleurs clients. Ces clients-là, ils achètent beaucoup, ils achètent fréquemment, ils ont acheté récemment. Donc le client parfait, c'est le 1-1-1. Les 3-1-1, par exemple, ils achètent beaucoup, ils achètent fréquemment, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas acheté, qu'ils n'ont pas fait de commande. Donc ce sont des bons clients, mais presque perdus. Les 4-1-1, ce sont des clients qui sont très probablement perdus, et c'est dommage puisque, ils avaient des gros montants, ils avaient une grosse fréquence. Et donc on peut faire à partir de là des segments de clients. Alors ici un exemple de segment client, donc pareil avec, des données, tout à fait anonymisées. On voit que, alors c'est généralement le cas, hein, les meilleurs clients, ça représente peu de clients, mais avec un gros chiffre d'affaires, parce que ce sont les meilleurs clients, donc ils ont en moyenne un panier moyen plus élevé. Les bons clients quasi perdus, les petits clients perdus, j'en ai un petit peu parlé. Les clients fidèles vont être des clients qui font pas forcément des grosses commandes, mais qui achètent fréquemment. Donc on peut déjà avoir une première segmentation, dont le but est quoi? Bah, le but, en fait, ça va être de
par exemple, réactiver les bons clients quasi perdus, aller réactiver les petits clients perdus, aller essayer de fidéliser les commandes récentes, aller peut-être chouchouter les clients fidèles, et cetera, et cetera. Donc ça nous fait des segments d'une manière très simple. On est avec une méthode, qui peut pratiquement être utilisée, dans Excel, même si bon, pour être automatisé, ça serait éventuellement autre chose. Mais en tout cas qui est assez simple et en particulier très explicable, assez simple à comprendre et qui permettent directement d'avoir des actions commerciales sur, notre portefeuille de clients actuels et donc d'aller vraiment dans la fidélisation. Donc là, on est sur, le RFM. Vous allez me dire l'open data dans tout ça, il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. Et justement, on s'est posé la question, si j'ai un peu plus d'informations sur mes clients, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Alors avec l'open data, effectivement, on est capable de rassembler plus de données, heu, sur les clients et en particulier, donc là, on a anonymisé des chiffres, mais qui proviennent d'un cas client qu'on a réalisé cette année. Donc il y a une entreprise qui, fabrique et distribue des pièces détachées dans le secteur agricole. Donc ils vont vendre, aux vendeurs de matériel agricole. En France, ces concessionnaires, là, il y en a à peu près un tous les 20 kilomètres, donc il y en a quand même un certain nombre. On va essayer de voir ce qu'on peut faire en plus en ajoutant des informations qui n'étaient pas dans la facturation et qu'on est allé récupérer via l'open data sur ces vendeurs de matériel agricole. On va se concentrer sur un des facteurs RFM, celui qui est peut-être le plus compréhensible, le plus évident, c'est le M, donc monetary, le chiffre d'affaires. Ici, j'ai tracé la distribution des chiffres d'affaires, de clients, voilà, qui s'étale, comme vous voyez, entre, 0 et puis, 200 et quelques mille euros. Pour lesquels, ce qu'on voit, c'est que la majorité sont des, petites valeurs. Ici, la grande barre que vous voyez sur la gauche. Mais il y en a quand même quelques-uns qui, dépassent les 200-250 000 €. Bon, sur un graphique comme ça, on voit pas grand-chose, donc le truc qui est assez classique, c'est, d'afficher, l'échelle X en logarithme, c'est-à-dire qu'on va afficher, 100, puis 1000, puis 10 000, puis 100 000 € et là, on obtient une belle distribution presque symétrique, hein, comme vous voyez Hem, donc les données ont été, dans le cours de leur, anonymisation un peu simplifiées au passage, pour l'exemple. On a une médiane qui est, à environ 1 600 €. On a, bon, non, pour info quoi, 10 des clients qui font moins de 200 €, 10 des clients qui font plus de 17 000 €, donc une très grosse hétérogénéité des données. La première chose qu'on peut se dire, c'est si je voulais, faire en sorte que, les clients qui commandent pas assez commandent plus, je vais aller essayer de chercher de manière automatique qui sont les valeurs extrêmes vers la gauche là. Est-ce que j'ai une manière automatique en fait d'aller détecter ceux qui sortent vraiment du lot? Alors les statistiques un peu classiques en fait nous donnent des méthodes qui permettent de manière automatique d'aller, chercher les valeurs extrêmes. Le calcul des valeurs extrêmes, c'est quelque chose d'assez connu, d'assez simple. On a des formules qui vont, lorsque la distribution en fait, répond à certains critères, on peut, calculer des limites en dehors desquelles on va considérer que les valeurs sont extrêmes et que donc celles-ci, on va les appeler dans notre exemple des sous-performeurs parce que par rapport à la masse des clients, ce sont des clients qui, commandent significativement moins. Donc ceux qui vont être au-delà de cette limite-là vers la gauche, on va considérer que ce sont des sous-performeurs. Ceux qui sont, pardon, au-delà de la limite vers la droite, ce sont les surperformeurs. Éventuellement, il y a peut-être quelque chose aussi à aller creuser, de ce côté-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas ramener tout le monde vers ces surperformeurs ou est-ce qu'eux n'ont pas quelque chose de particulier qui font qu'ils risquent, peut-être au contraire de partir, l'année prochaine? Voilà, donc on a des méthodologies comme ça. Si on les applique sur un exemple, on peut se rendre compte que, sur des portefeuilles et nous, c'était notre cas, donc encore une fois, c'est anonymisé ici, mais l'idée était là. On s'est rendu compte assez rapidement que les sous-performeurs et les surperformeurs, donc ici, par exemple, un concessionnaire, basé à Mosée-sur-Loëtte qui s'appelle Agrimat, il n'existe pas en vérité, hein, ou Matinov, qui est un concessionnaire de matériel agricole de Châteaudun, font des chiffres d'affaires extrêmement, différents, 23 € pour l'un, 213 000 € pour l'autre, donc un sous-performeur et un surperformeur. En fait, ils n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire que si on va voir dans les données ouvertes, on se rend compte que Matinov est présent dans 45 départements en France. Son établissement de Châteaudun, il a 50 salariés et autour de Châteaudun, il y a énormément de terres céréalières à proximité. Ça, c'est des informations qu'on peut récupérer sur, l'IGN.
Agrimat, en revanche, c'est une entreprise locale, un seul établissement en France, 10 salariés, avec principalement des vignes aux alentours. Donc 2 entreprises très différentes, 2 environnements très différents. Ça, ce sont les données ouvertes qui nous le disent. Comment on peut donc comparer Agrimat à l'ensemble des clients pour dire que c'est un sous-performeur, et comment on peut comparer Matinov à l'ensemble des clients pour dire que c'est un surperformeur? Bah, effectivement, si on fait comme ça, on approxime trop le problème, il faut aller creuser. Ce qu'on a donc fait, c'est qu'on a essayé de créer de manière automatique des classes d'entreprises basées sur l'open data. Alors ces classes, ces groupes d'entreprises, l'idée derrière, c'était de créer des groupes qui soient un tant soit peu homogènes en termes de chiffre d'affaires, afin de ne pas comparer, comme dans la slide précédente, des choux et des carottes. Donc par exemple, l'algorithme, ce qu'il a pu créer de manière automatique, c'est un groupe qui contient toutes les entreprises de plus de 50 salariés dans une région céréalière, parce que celles-là, elles ont des types de chiffres d'affaires en fait qui sont communs, et elles ont des points communs vis-à-vis de l'open data. Un autre groupe qui a pu ressortir, c'est les entreprises présentes sur plus de la moitié du territoire français. Celles-là, elles font des chiffres qui sont significativement différents des entreprises qui sont présentes sur moins de la moitié du territoire français, voire, comme dans l'exemple précédent, qui n'ont qu'un établissement en fait en France. Donc de manière automatique, on fait ces classes d'entreprises-là. Comment on le fait? On le fait à la manière de ce qui est fait dans les arbres de scénario. On s'est beaucoup inspiré de ce qui est fait dans les arbres de scénario et on l'a tweaké un petit peu. En fait, on se base sur des calculs d'impureté. Quand vous faites des arbres de scénario, là je rentre un tout petit peu dans la technique pour ceux que ça intéresse de voir comment ce type d'algorithme peut fonctionner. On va faire des classes d'impureté, c'est-à-dire qu'on va diviser un groupe en 2 groupes si cette division permet d'obtenir 2 groupes qui sont plus homogènes que le groupe initial. Donc, si vous avez par exemple des tout petits chiffres d'affaires et des très gros chiffres d'affaires qui étaient dans le même groupe, ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va simplement diviser et faire 2 groupes en coupant au milieu. Voilà, et donc ça peut être fait avec des mesures comme la mesure de Gini, par exemple, qui est classiquement utilisée dans les arbres de scénario. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça va nous permettre donc de comparer uniquement des entreprises qui se ressemblent, mais également de rassembler toutes les informations sur un même graphique. Alors, que veut dire ce graphique? Ici, on a l'ensemble du portefeuille de clients devant nous. On a en bleu au milieu tout ce qui est vraiment du chiffre d'affaires, en fait les 2 quartiles centraux, donc tout ce qui est au-dessus de 25%, en dessous de 75%. Dans les zones bleu clair, je vais mettre maintenant mon pointeur laser, voilà. Donc au milieu, on a ici tout ce qui concerne les quartiles entre 25 et 75%. Donc en gros, on a le peloton. Puis ici, le bleu clair, en fait, c'est du décile à 10% au décile à 90%. Donc à l'intérieur là, de l'ensemble du rectangle bleu clair, vous avez tous les chiffres d'affaires des entreprises qui nous paraissent être dans la norme, si on considère que ce qui est entre 10 et 90% est la norme. Et puis, tout ce qui ressort ici, sur la gauche, en rouge, ce sont des sous-performeurs. Donc des sous-performeurs, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est significativement inférieur au chiffre d'affaires de leur groupe. Je dis bien de leur groupe, puisqu'ici, sur le même graphique, tous les points sont potentiellement dans des groupes différents. Si maintenant je vais cliquer sur un point, par exemple celui-ci, ici, je clique sur mon exemple précédent, Agrimat. Vous voyez que les seuls points qui restent en surbrillance sont les points de son groupe. Donc Agrimat, ici, par rapport aux entreprises de son groupe, il fait 23 €. Ça reste très bas par rapport aux entreprises de son groupe qui étaient dans ce cas-là des entreprises qui étaient dans une zone viticole présent avec uniquement un établissement en France. Donc on a Agrimat ici, Mosée-sur-Louette. Et Agrimat n'est plus du tout comparé avec la société Matinov qui est par là. Si je clique ici, voilà, j'arrive sur Matinov à Châteaudun. Comme vous voyez, ici, Agrimat n'est plus en surbrillance, ce qui veut dire qu'il n'est pas dans le même groupe que Matinov. Donc, on est bien en train de comparer Matinov avec des entreprises similaires, Agrimat avec des entreprises similaires. Matinov reste un surperformeur, même au sein de son groupe. Agrimat reste un sous-performeur, même au sein de son groupe. Et donc,
là, on a directement, en cliquant sur l'ensemble des points rouges, un ensemble d'entreprises qu'on peut aller directement voir en se disant, elles, par rapport aux entreprises similaires, elles ne nous commandent pas assez. Donc, vu leurs caractéristiques, vu le type de culture qu'ils ont à proximité, le nombre, leur couverture géographique en France, le nombre de salariés, ce sont des entreprises qui devraient faire un chiffre d'affaires supérieur et que je peux donc directement aller voir. Et il vaut mieux que je me concentre sur ces rouges-là en premier avant de d'aller voir en fait les bleus ou les vertes. Voilà. En résumé, le but aujourd'hui, moi j'avais 2 messages, c'est que pour ce qui est de la fidélisation en B2B, on s'est rendu compte que rien qu'une méthode RFM sur les sorties de la facturation, c'est souvent un bon début et vraiment atteignable pour commencer à faire ressortir des actions commerciales directes comme de la réactivation en fait, de clients partants ou aller chouchouter des clients fidèles. Donc ça, c'est un premier élément. Avec une méthode finalement assez low-tech, entre guillemets, on peut déjà avoir pas mal de résultats commerciaux intéressants. Et puis, si on veut aller plus loin, l'open data, ça peut être utile pour segmenter de manière automatique des portefeuilles clients. Donc là, on l'a vu en vue de faire ressortir des sous-performeurs ou des surperformeurs, mais on pourrait s'imaginer également d'autres types de ciblage, sans oublier que, bien sûr, la donnée ouverte doit être adaptée à l'usage. Et donc ici, on est allé chercher des données ouvertes agricoles. J'aurais pu m'étendre un peu plus d'ailleurs sur les manipulations qu'on a dû faire là-dessus, puisque c'est des données qui sont assez brutes hein, quand on les télécharge au départ, et il faut un peu les manipuler pour en tirer du sens. Alors j'espère que vous avez apprécié cette conférence. J'attends de voir s'il y a des questions. Je vois il nous reste 8-9 minutes avant la fin de la période. Je ne sais pas si... Alors, je n'ai pour le moment pas de questions qui D'accord. apparaissent sur le chat. Donc, on va peut-être attendre quelques secondes. Et si vous avez quelque chose à compléter ou une adresse mail à donner aux gens qui regardent la visioconférence pour pouvoir vous contacter. Bien sûr. Ouais, donc alors, pendant que vous tapez des questions dans le chat, j'espère, à moins que ça soit limpide. Donc, vous pouvez nous contacter sans problème. Donc, contact@crossdata.tech. Moi, je m'appelle Pierre Girardot et donc avec plaisir pour échanger sur ces sujets-là, en particulier sur le domaine agricole. Oui, j'ai pas tellement insisté sur les sources de données aujourd'hui. Hein. Il y en a un certain nombre là, qui ont été utilisées pour ce cas d'usage-là. Je pense en particulier aux données de l'IGN. En fait, c'est les données sur les surfaces parcellaires qui ont été directement utilisées pour ce cas d'usage-là, ce qui a posé quand même quelques défis techniques parce qu'il y a de mémoire de l'ordre de 10 millions de parcelles qui sont décrites dans le fichier de l'IGN point par point. Et donc pour obtenir des métriques un tant soit un peu intelligibles. Il y a quelques étapes qui ont été nécessaires là-dessus. Sur la fidélisation, il y a également d'autres cas d'usage sur lesquels on aurait pu appliquer ce genre de choses. Et je pense en particulier à des segments clients qu'on a du côté de l'artisanat ou du côté des pharmacies, sur lesquels il y a aussi des open data spécifiques qui sont à forte valeur ajoutée pour ces cas d'usage-là. Alors Pierre, on a des questions qui arrivent sur le chat. Une première question de Pierre-Paul Chilicini. Quelle méthode serait efficace dans une approche B2C ? D'accord. Bonjour Pierre-Paul d'abord, parce que je crois que on s'est connus en cours à Lima, si je ne me trompe pas. Alors, dans une approche B2C, il y avait un mot avant B2C, je me trompe ? Alors, quelle méthode serait efficace dans une approche B2C ? Approche B2C, ok. Du coup, dans une approche B2C, alors, c'est assez différent parce que, bon, d'une part, il n'y a pas tellement d'open data sur les clients finaux et peut-être encore heureux en tant que citoyen. Les approches classiques en B2C, généralement en B2C, vous allez avoir beaucoup plus d'échantillons que nous, c'est-à-dire dans une approche B2C, souvent les paniers moyens sont plus petits.
Et donc, du coup, pour vivre, une entreprise, souvent, elle a plus de clients. Donc, plus de 10 000, voire plus de 100 000 clients. Et là, donc, les approches plus, disons, classiques pour le churn, pour l'attrition et la fidélisation, ça va tourner autour des méthodes de machine learning un peu classiques, donc les arbres de scénario, et puis les variantes, AdaBoost, XGBoost, tout ce qui va tourner autour des SVM. Et donc là, ça va être aussi en fonction du type de données qui est disponible sur vos clients et du type de business. Si c'est du récurrent, si c'est pas du récurrent, enfin récurrent, j'entends de l'abonnement ou pas. Bon, voilà ce qui me vient. Après, il me faudrait peut-être plus de détails, Pierre-Paul, pour pouvoir élaborer plus. Alors, autre question de Julien Quentin. Très intéressant. Justement, j'aurais bien voulu connaître les difficultés de traitement des données open data utilisées. Entre parenthèses, pas simple sur de l'IGN. Ça change juste l'actualité actuelle de vendredi dernier. L'IGN a annoncé l'ouverture de l'intégralité de son catalogue de données le 1er janvier 2021. Ah, bah, je suis heureux de l'apprendre. Eh ben, je ne savais pas. J'avais tellement le nez dans les livraisons de Noël que j'ai pas vu cette news. Merci, je le note. Ouais, les difficultés de traitement pour l'IGN, bah, il y en a plusieurs. Déjà, effectivement, les sources de données. Nous, on a vu au fil du temps des sources de données disparaître déjà sur le site de l'IGN. Donc, des sources de données très intéressantes qui, du jour au lendemain, n'étaient plus là. Donc, ça, c'est assez difficile de se repérer, notamment pour cette raison-là, sur le site de l'IGN. Et ensuite, sur les données elles-mêmes. Là, pour ce qui est des surfaces parcellaires, nous, ce qu'on cherchait à estimer, typiquement, c'est déjà dans une région ou dans un département ou dans un certain rayon, combien il y a de surfaces de vignes, de maïs, etc. Or, les données de l'IGN, elles sont très précises, mais tellement que les parcelles, elles sont décrites avec des polygones de 10 mètres de long, quoi, avec des arêtes de 10 mètres de long. Et ça, en fait, ça rend leur utilisabilité très complexe. Et donc, on a été obligé de passer typiquement par une étape intermédiaire où on va calculer des espèces de proxys, c'est-à-dire on prend les 10 000 points en France, on fait une grille 100 par 100, et on va calculer les métriques qui nous intéressent seulement dans ces proxys-là. Et on stocke les informations là, ce qui nous permet derrière, quand on interroge, quand on a besoin d'aller chercher les surfaces à proximité, bon, c'est une approximation, mais en tout cas, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est le genre d'approche. Alors c'est classique en géomatique, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on a pu utiliser. Souvent, vous retrouverez ça sous le nom de tuilage également. Tuilage d'une carte, c'est un peu le même principe. Enfin, j'espère avoir répondu à la question si je l'ai bien comprise. Alors, dernière question de Philippe Lambert. On a vu l'utilisation des données de facturation et celles publiques concernant les entreprises, mais que peut-on utiliser d'autre que les données de facturation en ce qui concerne les clients humains? Alors pour les clients humains, bah, si on prend, si vous vendez par exemple des abonnements, parce que l'attrition, c'est quelque chose qui a été très développé dans les télécoms, par exemple, au départ. Pour des clients humains, ce que vous allez pouvoir analyser, c'est le nombre d'appels au service client, par exemple. Un client qui a appelé 7 fois le service client dans la dernière semaine, probablement, il est plutôt sur le départ. Vous allez avoir tout ce qui est échange email, donc analyse de texte, éventuellement si vous avez des échanges par d'autres canaux, ben pareil, donc analyse du langage naturel, NLP. Pour les échanges humains, après, il y a des choses. Alors nous, on n'est pas du tout spécialisé dans le B2C. Enfin, il y a notamment, je vous dis ça parce qu'il y a des choses qui, je pense, étaient utilisables il y a quelques années avant le RGPD, qui, je pense, pas soit encore possible. Mais ce serait à vérifier dans quelle mesure en fait vous pouvez utiliser le fait que ce client est un homme, une femme ou pas. Donc en fonction du consentement, je pense qu'il y a des choses où vous pouvez aller plus loin. Cependant, rien qu'avec des échanges type nombre d'appels au service client et échange, analyse du langage dans les échanges mails, etc., il y a déjà pas mal de choses à faire. Bon, très bien, Pierre, je crois que c'était la dernière question. Merci. Je vais vous remercier d'avoir participé au Salon de la Data. Je remercie l'ensemble des gens qui se sont connectés et je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée et puis de belles fêtes de fin d'année. Merci de votre invitation et bonne fête également. Merci, au revoir à tous. Au revoir.